Enquête spirituelle. Enquête spirituelle, découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Enquête spirituelle. Faites-vous votre propre avis, nous laissons la parole à nos invités. Enquête spirituelle. En direct, découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Dans cette émission Enquête spirituelle, on est bien là, on est avec vous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette émission ce soir en direct, donc on est le 28 mai, vous nous regardez sur Facebook, vous nous regardez sur YouTube également et vous nous entendez à la radio bien entendu sur Néo Radio. Comment ça va Amy ? Super bien, comme à chaque fois. Toujours ravi de vous retrouver pour cette émission et je vous remercie pour votre écoute. Je vais y arriver. Bien sûr, et vous l'avez vu, en attendant, on est passé dessus notre invité de ce soir qui est Christophe Mailleux. Comment ça va Christophe ? Très bien, Laurent, merci pour l'invitation. Alors, on va le dire tout de suite, Christophe est un petit peu timide aujourd'hui, mais on va le mettre à l'aise, on va être tranquille avec lui. On va parler du décodage biologique, mais Amy, tu vas nous en dire plus. Oui, eh bien, il y a quelques semaines, on a reçu Maureen pour voyager en Inde et comprendre un peu ce qui était l'Ayurveda, pour retrouver l'équilibre donc dans son corps et dans sa vie. Mais parfois, voilà, on a des maux, des douleurs, etc. On ne comprend pas toujours pourquoi. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec Christophe pour décoder bien nos douleurs, nos maladies. Tout à fait. Et on insiste, si vous avez des questions à nous poser, vous nous regardez, vous êtes déjà sur le chat Facebook, vous posez vos questions dans le chat tout simplement. Également sur YouTube, vous avez quelque chose que vous avez vécu aussi par rapport à du décodage biologique. Eh bien, on se fera un plaisir d'en parler pendant cette émission. Et on est bien sûr avec vous sur la radio aussi, Néo Radio 107.8 FM et du côté du DB+, et sur Internet partout dans le monde. J'ai tout dit, Amy ? On aura également Stéphane Alès tout à l'heure qui nous retrouve pour sa rubrique. Il nous parlera de communication animale. Voilà, on se découvre ça dans quelques petites minutes. On marque la première pause de cette émission. Mais vous restez avec nous et on entame le vif du sujet ce soir. À tout de suite. Bien entendu, j'espère que vous allez bien sur les réseaux sociaux, vous le savez, Facebook, YouTube, vous êtes déjà nombreux d'ailleurs, soyez pas timides ce soir, Christophe et Amy se feront un plaisir de vous répondre. Ce soir, décodage biologique, alors qu'est-ce que Amy ? Alors, comme il n'y a pas de hasard, en tout cas moi je n'y crois pas et je pense que je ne suis pas la seule, eh bien on aime bien comprendre les choses qui nous arrivent, les douleurs que l'on a, les maladies qui se déclenchent. Donc on parle de décodage biologique. Alors Christophe va nous expliquer un peu ce qu'est le décodage, comment ça se déroule pour décoder justement un mal, une maladie, une douleur. Mais déjà Christophe, qui es-tu et comment tu t'es intéressé à tout ça ? Alors, Christophe Mailleux, je suis donc ostéopathe depuis, on va dire, 2012. J'ai une formation de kiné, donc à la base, depuis 2000. Je suis sorti de l'école en 1999. J'ai commencé à travailler comme kiné en 2000. Et puis voilà, la kiné m'a pas trop satisfait dans la pratique. Je me dis, j'étais fort limité. Donc, je me suis intéressé à la thérapie manuelle. Et puis très vite à l'ostéopathie, et donc depuis 2012 je me consacre que à l'ostéopathie et je me suis donc formé petit à petit au décodage biologique, à la médecine chinoise et voilà, la rencontre de certaines personnes a fait que je me suis lancé dans cette voie-là et voilà, c'est passionnant, on travaille tous les jours avec je veux dire beaucoup de satisfaction, on rend les gens heureux, quand ils sortent du cabinet ils sont soulagés, ils comprennent pourquoi ils ont mal et on avance. C'est ça qui est chouette dans ce métier. J'imagine aussi que ça t'a parlé pour toi quand tu t'es formé. En général, ça nous parle aussi à nous et on a envie de transmettre aussi. Oui, certainement. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Moi, j'y crois aussi. C'est certain qu'il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas pour moi non plus. Les rencontres, tout ce qu'on vit dans notre vie, notre chemin de vie, il est important. On doit être à l'écoute de tout ça, se faire confiance et puis... ça m'a certainement parlé parce que j'ai vécu des choses certainement comme tout le monde et à un moment donné on s'intéresse à certaines choses, pourquoi je suis toujours malade, pourquoi j'ai des allergies, pourquoi je tombe malade toujours par exemple le 15 février de chaque année. Donc on se pose des questions et puis à un moment donné on a des réponses par rapport au décodage, il y a d'autres techniques en plus. Alors qu'est-ce que le décodage ? Alors le décodage, on va faire ça de manière brève.
parce qu'on peut dire tellement de choses là-dessus. En fait, c'est une sorte de lecture du corps, une traduction biologique du corps, des symptômes qui permettent de comprendre pourquoi la personne est malade, pourquoi elle déclenche un symptôme à un certain moment de sa vie. Et si on arrive à décoder, à traduire ça, ça permet en fait de casser la chronicité chez les gens. On a des personnes qui sont toujours malades ou on a des familles qui sont par exemple cardiaques. Pourquoi ils sont cardiaques? Il y a certainement une raison valable d'un déclenchement. Et puis voilà, ça se transmet de génération en génération. Et on pourra parler un peu de transgénérationnel si vous voulez après. Mais donc voilà, tout est ancré dans l'ADN. Et à un moment donné, vous récupérez des mémoires des ancêtres. Et si eux n'ont pas fait le boulot qu'il fallait, eh bien, on récupère tout ça. Et puis le sac à dos parfois est un peu lourd pour certaines personnes dès la naissance, quoi. C'est ça. Je pense justement qu'on a tous une maladie ou des microbes, etc. en nous. Je pense qu'on a tous ça dans l'être humain, mais que ça va se déclencher ou s'amplifier à des moments précis dans notre vie, pour qu'on comprenne des choses, justement. Moi, je pense qu'il y a des virus qui sont nécessaires. Ils sont là depuis des millions d'années, donc les virus, ils sont là. On peut parler du Covid, par exemple. Le Covid n'est pas arrivé par hasard. Je pense qu'il était nécessaire, peut-être. Bon, voilà, ça c'est un gros débat avec les vaccins et tout ça. Mais il était là, c'est qu'il devait arriver, et ça a peut-être fait un nettoyage. C'est peut-être la Terre qui reprend, enfin l'univers qui reprend ses droits. Et peut-être trop sur Terre, on pollue peut-être de trop, on ne respecte pas assez la nature. Donc, à un moment donné, je veux dire, l'univers reprend ses droits et va nous faire comprendre qu'il faut peut-être se calmer. Aussi. Et donc, nous, on a certainement en nous des microbes qui se déclenchent aussi, qui déclenchent certaines maladies, mais qui sont nécessaires à comprendre des choses. Et toute maladie est nécessaire aussi. Elle n'est pas là par hasard. C'est pour nous faire comprendre des choses, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Elle peut être là aussi pour nous nettoyer, purifier, par exemple. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où on décode, où on fait tout un travail sur soi, eh bien, on va dire, on lâche certaines pierres du sac à dos qui sont un peu lourdes, et ça nous permet de ne pas rentrer dans une chronicité, comme je dis tout à l'heure. Voilà, on dépose, on comprend pourquoi on est malade, pourquoi on déclare certaines pathologies, et ça permet d'avancer, d'être mieux par la suite, quoi. Il y a des gens qui sont mal depuis des années, et puis bon, quand on fait ce travail-là, ils sont soulagés, ils comprennent plein de choses, et on arrive à des chouettes résultats, quoi. Et surtout, ce qui est important, quand on décode pour soi, mais je pense qu'il est très important, c'est aussi de décoder pour ne pas transmettre tous ces symptômes et ces maladies à nos enfants. Oui, comme tu parles de transgénérationnel, en effet. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs des fois des familles, j'ai déjà reçu aussi des personnes, mais de toute façon, dans la famille, on a tous telle maladie ou tel symptôme. Déjà, j'ai envie de dire, ne soyez pas fatalistes. Moi, j'aime bien le répéter. C'est pas parce que d'office on a ça que c'est foutu et qu'on peut pas en guérir. Enfin, après, il y a des choses à comprendre, en effet. C'est une bonne question d'ailleurs. Ça peut être justement ce que tu allais répondre, Christophe. Mais justement, est-ce que les maladies se transmettent de génération en génération, ou du frère à la sœur? Ça se transmet, oui, par la génétique et par l'ADN, ça se transmet. Après, c'est pas parce que votre papa est cardiaque que vous êtes censé être cardiaque. Si vous faites le boulot de comprendre pourquoi lui il a été cardiaque, eh bien on peut aussi empêcher les personnes qui suivent à ne plus avoir cette maladie, quoi. Et on peut voir ça dans plein de familles. Il y a des familles aussi d'alcooliques. Pourquoi est-ce que la personne est alcoolique? Il y a une raison valable d'être devenu alcoolique, et malheureusement, bon, ça fait des dégâts, mais si on comprend pourquoi la personne a commencé à boire, eh bien, on peut couper ces mémoires-là et avancer, et peut-être ne pas transmettre cette mémoire aux générations futures. Effectivement. Mais est-ce que ça s'analyse? Est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, est-ce que peut-être toi, en décodage biologique, tu vas pouvoir dire, je peux voir si effectivement il y a quelque chose d'héréditaire chez la personne, ou alors il faut aller faire genre un bilan sanguin et se dire, voilà, est-ce qu'il y a des choses génétiques qu'on peut avoir ou pas dans sa vie? En fait, moi, ce que je trouve assez marrant dans la patientèle, c'est qu'il y a des gens qui disent, voilà, moi j'ai mal ici, j'ai été faire des radios, j'ai fait des examens, j'ai fait une prise de sang et je n'ai rien. Il y a parfois des médecins qui disent, je ne sais plus rien faire pour vous. Donc la personne est dans un rond-point et ne sait plus dans quelle direction aller. Et donc nous, en décodage, sans prétention, on peut parfois amener la personne à comprendre certains mots, et on peut leur expliquer pourquoi ils ont une douleur à tel endroit ou sur tel passage, par exemple d'un méridien en médecine chinoise, alors que en bilan on trouve rien du tout. C'est ça qui est magique, en fait.
Ouais. Encore pas plus tard qu'hier, j'ai encore une dame qui m'a dit, j'ai fait plein d'examens, on trouve rien. On décode, et là, on a commencé à trouver des choses, quoi. C'est ça qui est marrant, quoi. D'un autre côté, il vaut mieux ne rien trouver et soigner ça par l'ostéopathie ou par d'autres méthodes que de trouver plein de choses hyper compliquées, parce que des fois ça peut être le contraire aussi. J'imagine on peut trouver plein de choses et on a beau faire toutes les méthodes qu'on veut, j'imagine toi peut-être en kiné aussi, et au final pas que ça ne marche pas, mais que ça n'est pas la bonne méthode, quoi. Je pense qu'il faut trouver le bon outil par rapport aux patients. On peut avoir 10 patients différents avec la même symptôme, ils doivent être traités tous d'une manière différente, et peut-être que pour certains la kinésiologie marchera mieux, peut-être d'autres l'hypnose, peut-être d'autres l'ostéopathie, d'autres la kiné, la méditation, mais il faut trouver le bon, la bonne clé pour le patient. D'accord. Alors comment ça se passe quand tu reçois quelqu'un? Quelle est ta méthode de fonctionnement? Donc tu reçois la personne, on dit ostéopathe, mais c'est un grand mot, enfin, surtout que tu ne fais pas que ça. Mais comment ça se passe? Quelle est ta séance habituelle, on va dire? On va dire que le principal, enfin en tout cas le début de la séance, le principal c'est de l'écoute du patient. On lui demande pourquoi il vient, quel est son symptôme, depuis quand il a ça, et s'il y a des hérédités éventuellement. Mais l'écoute est très importante, et les 2-3 premiers mots du patient sont très importants, parce que inconsciemment on va dire plein de choses et qui sont très révélatrices. Donc il faut savoir que le cerveau fonctionne quasi à 97% de manière inconsciente et de 3% de manière consciente. D'accord. Et donc les lapsus sont très révélateurs. Il y a parfois des patients qui font des lapsus, et là c'est bingo, quoi. On sait sur quoi on peut travailler. Mais parfois, on pose des questions aux patients, ils n'ont pas toujours toutes les réponses, et donc là, il faut aller voir autrement. On peut demander aussi s'ils ont mal, par exemple, le long d'un méridien, et là, le méridien correspond donc à un organe, à une émotion, à une vertèbre, et donc là, on a des pistes pour avancer. D'accord. Mais quand on parle, parce que tu parles de méridien, etc. Alors, pour éclairer ma lanterne, et peut-être celle des auditeurs, des gens qui nous regardent, est-ce qu'un ostéopathe apprend ça déjà à la base? Non, on va dire que c'est une spécialisation. La médecine chinoise traditionnelle, c'est une spécialisation dans laquelle on peut se former en dehors des cours d'ostéopathie. Il y a peut-être certaines écoles d'ostéopathie qui parlent déjà un peu des méridiens, mais si on veut vraiment maîtriser le sujet, il faut faire des formations qui expliquent vraiment comment fonctionne la médecine traditionnelle chinoise, quoi. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ça, vers la médecine chinoise? Alors, c'est en fait les rencontres. Notamment, je pense à un monsieur, c'était marrant, à l'époque j'étais kiné, je faisais encore des domiciles, et je me souviens, c'était le dernier de la journée, il était plus de 21h, un médecin sortait justement de la maison, et je rentre dans une maison, et le type en question avait un pendule, je voyais qu'il travaillait sur des plans, et il me racontait qu'il travaillait donc sur la recherche de personnes disparues, tout ça avec la police. Donc je me dis, c'est un spécimen un peu bizarre, mais bon, je devais le traiter pour un lumbago. Et en fait, moi, avec mes armes de l'époque, je massais, je faisais des électrodes, enfin, je faisais un peu le travail de kiné traditionnel. Et là, il me dit, est-ce que tu sais faire quelque chose pour les acouphènes? Il dit, parce que moi, j'ai des acouphènes et j'arrive pas à m'en sortir. Alors là, je me dis, mais écoute, moi, je peux pas t'aider, mais bon, je veux bien essayer de me renseigner. Et puis, de fil en aiguille, on essaie de trouver des outils en plus. Ouais. Et puis, j'ai rencontré d'autres personnes qui travaillaient juste en médecine chinoise, dans leur thérapie, donc que ce soit en acupuncture, en digipuncture, ça m'a plu, parce que je me dis, ça c'est un outil en plus, on peut aller plus loin. Ouais. J'aimais bien la philosophie, puis j'ai commencé à faire des formations, et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait des rencontres avec des gens qui travaillaient là-dedans, et puis je me suis formé aussi, et puis je me suis dit, ça c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus holistique. On a un outil en plus, ça permet d'aller plus loin, de comprendre plus de choses, donc moi ça m'a vraiment bien parlé, quoi. Et voilà. En tout cas, j'utilise ça tous les jours. Je suis pas acupuncteur, mais je travaille beaucoup en digipuncture avec les points, des méridiens qui sont bloqués. On peut faire plein de choses avec ça. C'est vraiment passionnant. Quel est ton type d'ostéopathie? Parce qu'il y en a plusieurs, mais toi, c'est quoi? Moi, je suis plutôt un ostéopathe qui s'adapte, parce qu'il y en a qui aiment bien qui aiment bien qu'on craque, il y en a qui n'aiment pas qu'on craque. On s'adapte aux patients. Pour la réputation, ça dit de l'ostéo, mais non. Voilà, moi je traite les bébés comme les personnes âgées, comme les sportifs. Je peux pas décoder tout le monde, parce que tout le monde n'est pas ouvert à ça. Donc moi je m'adapte tout le temps aux patients. Mais en gros, voilà, moi j'essaie d'avoir un plan de traitement plus ou moins équivalent chez chaque personne, mais je m'adapte beaucoup. Donc je manipule pas tout le monde, mais sur tout le monde, je travaille quand même les méridiens, je travaille l'émotionnel, même chez les bébés.
on pose des questions aux parents, on peut avoir plein d'informations par rapport à ça et voilà. Je pense pour nous c'est aussi bien de s'adapter parce que si on fait toujours la même chose, ça devient routinier. Ouais. Et je pense que pour un ostéopathe, si on craque tous les jours de la même façon, ça doit être un peu lassant, quoi. Ouais, c'est pas craquant, ça fait pas craquer. C'est pas, tout à fait. D'ailleurs, les mots MOTS et les mots MAUX ont son importance, hein. Ouais, exactement. Alors, avant d'aller plus loin, on marque une deuxième pause dans cette émission. On se retrouve juste après en direct avec notre invité Christophe Magneux. Vous restez avec nous si vous voulez écouter les musiques. Hein, vous le savez, c'est sur neoradio.be où vous nous écoutez via la fréquence, bien entendu. À tout de suite. Et on est reparti dans cette émission Enquête spirituelle en live sur Facebook. Vous nous voyez dans les studios de Neo Radio. On salue Marie de Wolf qui est notamment avec nous sur les réseaux sociaux. On salue également, alors j'ai remonté Isabelle, on salue Benoît, on salue Christelle, on salue Loredana, Laurie qui est avec nous. Et on s'excuse pour le petit problème de son qu'il y avait au début. Et là vous avez vu, c'est corrigé. Et comme ça vous êtes avec nous. Amy. Alors Christophe, on va continuer sur le décodage biologique. Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce que quelqu'un a justement découvert un peu tout ça au départ et j'ai envie de dire, a fondé ce terme-là? En fait, c'est le docteur Hammer, c'est un médecin allemand qui a mis ça en avant. En fait, c'est son fils en fait qui a été assassiné par une balle, je pense, en 78. Et donc du coup, lui, quelques mois après, ce médecin a déclaré un cancer de testicule. Et je pense que la maman aussi fait un cancer du sein. Et donc, étant médecin, ils se sont posé la question, ben voilà, il y a certainement un lien de cause à effet. On perd son fils et donc il déclare un cancer suite à ça. Donc il a commencé à faire des imageries, des IRM sur ses patients. Et il a découvert que certaines zones du cerveau étaient atteintes, un genre de, on va dire, de calcification au niveau du cerveau. Des zones étaient atteintes et en fonction de la zone qui était touchée, il pouvait déterminer quel était l'organe qui avait été, je veux dire, touché par l'émotion ressentie. Parce qu'il faut aussi préciser que le ressenti a beaucoup d'importance et donc on peut tous vivre des moments difficiles ou une annonce d'un proche qui décède et on va le vivre certainement d'une façon différente. Il y en a qui vont être tristes, ça va toucher le poumon. Il y en a qui vont peut-être être plus dans la colère, donc ils seront plus sur un symptôme de la vésicule biliaire. Voilà, le ressenti est très important. D'accord. Donc il y a vraiment un lien entre les organes, les émotions. Oui, tout à fait. Et ensuite, ça crée un dérèglement au niveau des méridiens qui passent dans ces organes. Oui, tout à fait. Je peux vous citer un exemple. Il y en a tellement à citer. Je prends l'exemple d'une fille un jour qui est venue me voir pour une douleur près de la hanche. En kiné, on peut déterminer ça. C'est l'épiniliaque antéro-supérieur. Donc c'est un point au niveau du bassin. Elle me dit voilà, j'ai mal ici sur le début, enfin l'avant de la hanche. Et je lui dis ça c'est un point qui correspond à la vésicule biliaire. Et donc le méridien passe par là. Et il y a un bouquin qui est bien fait par Gérard Attias, c'est le corps point par point que je montre peut-être à la caméra. Voilà. Ouais. Et donc du coup, Gérard Attias a déterminé des émotions par rapport à certains points. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, on parle d'un point qui est en vide ou en plénitude, donc il est trop plein ou en vide, donc l'énergie passe trop ou pas assez, donc certains points sont bloqués et il a déterminé donc des émotions par rapport à ces points. Et donc la patiente en question vient, elle me dit voilà j'ai mal là, donc je lui dis ça c'est un méridien de vésicule biliaire et je lis le point et évidemment le premier point c'était pas très rigolo, ça parlait de viol. Il faut savoir que cette fille-là, à l'époque, quand elle est venue me voir, elle avait 33 ans. Donc on va voir un peu en décodage les cycles aussi. On divise par 2, par 3 l'âge pour voir s'il y a des symptômes qui reviennent dans le même conflit, dans la même tonalité de conflit. Et elle me dit, écoute, t'es le premier à m'en parler, à me demander ça. Elle me dit, j'ai jamais parlé de ça à personne. À 11 ans, j'ai un cousin qui m'a mis la main près de la hanche. Il y a une tentative et donc du coup, voilà. Au triple de l'âge, elle déclare. D'accord, ouais. On va dire une douleur à cet endroit-là. Donc c'est une mémoire qui est encore présente et il suffit d'avoir revu la personne en question. C'était un cousin, c'était un mariage et donc elle m'explique voilà, je vais revoir cette personne et tout ça ressurgit. Donc c'est bien parce que elle a pu l'exprimer, elle avait jamais dit à personne, elle a pu en parler à son mari. Donc tout ça a évolué et donc
le fait de pouvoir en parler, de travailler là-dessus, de comprendre surtout pourquoi elle avait mal là, eh bien ça élimine plein de choses et puis ça peut permettre de couper en fait les cycles qui sont en route, quoi. Qu'est-ce qui fait, Christophe, que le cerveau s'en souvient justement et que ça déclenche ça dans le corps? Est-ce que c'est stocké dans le cerveau, c'est nerveux, Non, ce sont des mémoires qui sont en fait stockées dans. On a parlé de l'ADN, donc on a déjà tout le bagage l'épigénétique, la génétique, toutes les mémoires ancestrales qui sont déjà ancrées dans l'ADN. Et donc, mais le cerveau, lui, il retient tout. C'est comme un gros meuble avec plein de tiroirs. Et donc, c'est Hammer qui explique ça aussi, justement. Quand on vit un gros stress, eh bien, on a un surstress. Donc, on est tous un peu stressés. En venant ici, je vous l'avais dit, bon, on se demande à quoi ça tombe. Donc, on est tous un petit peu stressés, et puis ça tombe. Donc, on est en fait, on appelle ça une phase de normotonie. Donc c'est un petit peu le système nerveux qui est un peu plus haut et plus bas, mais bon, ça se gère, quoi. Oui. Maintenant, imaginez-vous que sur la route, je viens ici et sur la route on me téléphone et on me dit voilà, ton fils a eu un gros accident de voiture, il est entre la vie et la mort, avec ta femme qui est dedans, elle est à l'hôpital. Bon, gros stress, on s'y attend pas, on vit ça dans l'isolement, tout seul, ça vous vient comme ça, boum, dessus. Là, on est en surstress et donc du coup, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve plus de solution, il est toujours en train de penser à ça, et le fait de penser toujours à ce stress-là, on n'est plus attentif à ce qui se passe autour de soi. Et ce qui pourrait se passer, justement, si on n'est pas attentif, eh bien, on pourrait avoir un accident ou en tout cas plus être attentif à ce qui se passe autour de nous, et on est en danger. Et donc, la maladie, elle sert à ça aussi, le symptôme, elle permet au cerveau de se calmer, de descendre et de dire voilà, maintenant je te mets en maladie pour que tu te calmes et que tu comprennes pourquoi comment cette émotion peut être en fait stocké dans l'organisme. Parce que quelque chose de négatif, souvent on va avoir tendance à l'oublier. Quelque chose de négatif, on dit ça j'en veux plus, je mets de côté, quoi. C'est enfui et il y a des éléments dans la vie qui vont peut-être vous faire repenser à certaines émotions, certains moments vécus. Ça peut être devant un film ou un enterrement, des choses qui reviennent, et boum, le cerveau il va faire ressurgir l'émotion, quoi. Ça remonte d'un coup, quoi. Ça peut être violent. Après, ça dépend le ressenti. Il y en a qui gèrent très bien ça. Un deuil peut être très bien vécu par certaines personnes parce qu'on prépare tout ça. Ouais. Mais des deuils qui sont très rapides et dont on s'y attend pas. Il y a des gens parfois qui font 10 ans pour faire le deuil, quoi. Et il y en a parfois en quelques semaines, ils arrivent à faire le deuil parce qu'ils sont préparés à ça et puis ils sont assez forts aussi pour passer au-dessus de tout ça. Ouais. Et donc, en fonction du ressenti, il y a des pathologies qui vont se développer chez certaines personnes, quoi. Tout dépend comment on peut gérer le conflit, en fait. Oui, parce que j'imagine que tu parles de pathologie, c'est pas forcément que des douleurs. Des fois, ça peut aller un peu plus loin, quoi. Ça dépend vraiment de ce qu'on va vivre et de ce qu'on a vécu et comment on le vit. Ça peut aller du symptôme jusqu'à un cancer. C'est ça, en fait, la finalité. Pourquoi on a un cancer? Parce qu'on a justement, à mon avis, pas su gérer son conflit. On n'a pas travaillé là-dessus et donc ça vous bouffe la vie tout le temps, on y pense tout le temps, et puis si on n'arrive pas à prendre du recul, ça se stocke en fait dans un organe, en fait, comme tu expliquais tout à l'heure, ça se met dans l'organisme, et en fonction de l'émotion, j'expliquais tout à l'heure, si c'est une tristesse ou un deuil qui n'est pas fait, ça se met sur le poumon. Si c'est une colère, ce sera plutôt la vésicule. Si c'est un truc qu'on n'arrive pas à digérer, ce sera l'estomac. Donc voilà, ça se passe comme ça, malheureusement. Mais voilà, on peut en tout cas, je suis persuadé qu'on peut guérir de pas mal de choses, quoi. Même d'un cancer, ça s'est déjà vu. Oui, on en connaît. Et comme on disait en rentrée tout à l'heure, il y a une expression qui dit quand on n'exprime pas, le corps l'imprime. Exactement. Donc tout ce qui s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire que si on n'arrive pas à gérer l'émotion, si on n'arrive pas à exprimer, en tout cas à en parler, parce que c'est important de diffuser aussi les émotions, pas vivre ça tout seul et le vivre dans l'isolement. Il faut absolument l'exprimer, aller voir des thérapeutes, en parler à des amis, la famille. Sinon, ça va se cristalliser, peut-être sur un tendon, peut-être dans le genou. Tout dépendra en fait du ressenti. Quelqu'un qui a mal au genou, ce serait une soumission, par exemple. Vous voyez, je prends des exemples. Mais voilà, tout s'explique. Quelqu'un qui a mal à l'épaule, c'est le fait de devoir prendre quelqu'un sur son aile ou de devoir épauler quelqu'un qui n'arrive pas à le faire. Vous voyez, moi, je peux vous citer un exemple personnel. Oui. Un jour, j'étais sur un terrain de tennis. Donc, je rentrais sur le terrain de tennis. Je faisais une compétition à Pérué. Et mes parents étaient en instance de séparation. J'avais mon frère au téléphone et on discutait de ça. C'était en plein chamboulement. J'arrive sur le terrain. Ça n'a pas pris qu'un jeu. Je me fais une entorse de cheville.
cheville gauche. Donc la cheville, c'est la stabilité, c'est le changement de direction, c'est voilà. Et donc, bon, les parents divorcent, qu'est-ce qu'on fait? On va chez papa, chez maman, il y a une instabilité. Et donc, moi, j'ai pas compris au début ce qui s'était passé parce que j'étais pas formé là-dedans à ce moment-là. Mais après, j'ai très bien compris pourquoi je m'étais fait une entorse et j'ai bossé là-dessus et j'ai compris certaines choses. Et puis voilà, et même la relation avec les parents a évolué parce que on arrive à comprendre des choses. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. C'est génial. Ouais. C'est génial. Alors j'ai une petite question qui est peut-être un peu généraliste, mais de Facebook, de Jonathan, qui demande comment on fait pour atténuer les maladies, pour les atténuer déjà. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Alors toi déjà, en pratique ostéopathique ou médecine chinoise ou les deux, comment on fait déjà pour atténuer tout ça? Pour les atténuer, il faut déjà comprendre pourquoi on a cette maladie. Ouais. Quand on l'a développée, à quel moment, qu'est-ce qu'on a vécu à ce moment-là. Ça, c'est déjà très important. Et puis, si on arrive à comprendre pourquoi on a ce symptôme ou cette maladie, et si on fait le lien avec la médecine chinoise, on peut travailler sur certains méridiens, les points qui vont, libérer certains blocages énergétiques. On va libérer aussi l'émotionnel. La personne va conscientiser pourquoi elle a mal, parce que les gens ils viennent chez vous, ils disent voilà j'ai mal à l'épaule, mais ils font pas le rapport avec le méridien du poumon, ils font pas le lien avec l'émotion. Donc nous on est là pour leur expliquer. Le fait de conscientiser, c'est déjà énorme. Vraiment, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Mais si la personne n'est pas prête à l'entendre, ne veut pas travailler là-dessus, on va rester dans un schéma, de chronicité. Et voilà, tant qu'on n'est pas prêt, tant qu'on veut pas essayer de comprendre, on va patiner dans la semoule, comme on dit, quoi. Ouais. Mais tu parles justement de mal de dos, c'est quelque chose que tout le monde a. On dit toujours, tu me corrigeras, c'est que quand on a le mal au dos, c'est on en a vraiment plein le dos, qu'il y a trop de choses, on porte trop de choses. Voilà, on peut porter plein de choses au sens propre figuré, on peut avoir le poids du monde qui s'abat sur les épaules, j'en ai plein le dos, donc c'est des expressions, se faire un tour de rein. Voilà, ça prouve bien que voilà tout ça, voilà tout ce qu'on dit est très important. Vraiment, les mots MAUX ou MOTS sont très révélateurs. Et notamment, je parlais des lapsus. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a eu un truc un jour à la RTBF. Il y a une speakerine qui a parlé donc de l'opération du col du fémur du roi Albert, mais elle a pas cité le col du fémur, elle a dit le col de l'utérus. Et donc c'était un lapsus très révélateur. Et à mon avis, la dame à l'époque devait certainement parler d'elle, elle devait certainement avoir un conflit par rapport à ça. Mais le fait de parler en direct et devant des millions de personnes à la télé, elle a fait un lapsus très révélateur donc à l'époque, quoi. C'est vrai que tu dis les mots justement MOTS sont très importants. On avait d'ailleurs invité Noël Barbeau qui parlait de ça, une spécialiste on va dire là-dedans. Et est-ce qu'on peut déclencher une maladie ou en tout cas une pathologie à force d'en parler? On pourrait dire justement on a mal au dos, mais justement on se soigne pas forcément dire j'ai mal au dos tout le jour, j'ai mal au dos et au final on n'en guérit pas, quoi. Non, parce qu'en fait, on porte toute son attention sur le mal. Donc, moi, j'essaye de dire aux patients, par exemple, s'il a mal au poignet, le poignet, c'est quoi? C'est 3 à 5% de la surface totale du corps. Donc, au final, c'est que 5% de 100% où tu as mal. Donc, essaye de penser aux 95% qui vont bien. C'est déjà une façon de voir les choses. Mais c'est clair que si vous dites tous les jours, j'ai mal au genou, je suis nul, j'arriverai jamais. Là, vous entraînez votre cerveau, vous le programmez à pas être, positif, et donc là, c'est le meilleur moyen de rester dans une chronicité aussi, quoi. Alors justement, tu parlais du poignet, mais c'est parce que ça me vient. C'était avec Noël Barbeau, c'est le poids nié en deux mots. C'est nier le poids. Exactement. Ça, c'est le langage des oiseaux. On peut faire des jeux de mots. Des jeux de mots très révélateurs. Voilà. Et donc, le poignet, c'est nier le poids. Et donc, il faut voir ce qui s'est passé dans ta vie à un moment donné où tu as dû nier le poids de quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi le poids des fois physique, quoi. Quelqu'un qui est en surpoids, des choses comme ça. Exactement. Quoi. Le poids de personnes, le poids de quelque chose qui nous pèse. Qui te pèse. Voilà, c'est le mot exact. Simplement. Exactement. Amy, on va passer à la suite avec notre ami Stéphane. Oui, là on parle de l'être humain. Mais est-ce qu'on peut aussi parler avec les animaux? On va en parler juste après ça. Vous restez avec nous. On est en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Merci à tous de nous suivre. Jonathan qui nous remercie pour sa réponse d'ailleurs. Salut à toi. Jonathan, vous restez avec nous. Bien sûr, on se retrouve dans moins de 2 petites minutes avec notre ami Stéphane.
Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des différentes formes de communication chez les animaux. On trouve d'abord la communication vocale, par les chants, les cris, les appels, par exemple avec les oiseaux, les singes. On trouve aussi la communication non vocale, avec des gestes, des postures, des expressions faciales, par exemple avec les chiens et les primates. On va trouver également la communication chimique, avec les phéromones et les odeurs, par exemple les insectes, les mammifères. Ou la communication tactile, avec des caresses, des frictions, par exemple encore les primates et certains poissons. Il faut savoir que les animaux perçoivent et interprètent les signaux de différentes manières, en utilisant leur sens très développé pour comprendre leur environnement et leurs congénères. Alors voilà comment ça fonctionne. Les animaux disposent de sens très affinés qui leur permettent de capter une grande variété de signaux. Par exemple, ils utilisent la vue pour percevoir des gestes, des expressions faciales ou des postures. Certains, comme je disais, comme les oiseaux ou les primates, sont très sensibles aux mouvements et aux expressions faciales, ce qui leur permet de comprendre rapidement l'état émotionnel ou l'intention d'un autre animal. Leur ouïe est également essentielle. Beaucoup d'animaux, comme les chiens, les oiseaux, peuvent entendre des sons qu'on ne perçoit pas, comme des cris, des chants ou des appels spécifiques. Ces sons leur donnent des informations précises sur la présence d'un danger, la disponibilité d'un partenaire ou la localisation d'une ressource. Les animaux utilisent aussi leur sens olfactif pour détecter les signaux chimiques, comme les phéromones. Ces odeurs leur permettent de communiquer sur leur identité, leur statut reproducteur ou leur territoire. Par exemple, un chien peut reconnaître un hôte par son odeur, et certains insectes utilisent des phéromones pour guider leurs congénères vers une source de nourriture. Enfin, la communication tactile joue un rôle important chez de nombreux animaux. Le toucher peut, par exemple, transmettre des messages de réconfort, d'alerte ou de hiérarchie. Par exemple, une mère primate lave ou caresse son bébé pour le rassurer, ou un animal peut frapper le sol pour signaler sa présence. Quant à l'interprétation, elle repose sur une combinaison de ses sens, ainsi que sur l'expérience et l'apprentissage. Certains animaux sont capables de reconnaître des signes complexes et de répondre de manière appropriée, ce qui montre une certaine forme de compréhension ou d'intelligence sociale. Certains animaux possèdent même des systèmes de communication étonnamment sophistiqués qui ressemblent à des langages. Parmi eux, on va trouver les dauphins et les singes, qui sont souvent cités comme des exemples remarquables. Les dauphins, puisqu'on en parle, ils utilisent une variété de clics, de sifflets et de sons pour communiquer entre eux. Chaque dauphin possède un sifflet signature unique qui fonctionne un peu comme une identité vocale. Ces sons ne servent pas seulement à alerter ou à coordonner la chasse, mais aussi à maintenir des liens sociaux complexes. Les singes, quant à eux, utilisent une variété de gestes, de cris et de vocalisations pour exprimer leurs besoins, leur humeur ou leur statut social. Ce qui rend ces langages si fascinants, c'est la capacité à transmettre des informations variées, à exprimer des émotions et parfois même à inventer de nouveaux mots ou de nouveaux signaux. Ça montre que même si leur langage n'est pas aussi élaboré que le nôtre, eh bien ces animaux possèdent une forme de communication très développée, en témoignant d'une intelligence sociale et cognitive impressionnante. La communication animale et l'homme, eh bien les humains étudient leur compréhension de la communication avec les animaux de plusieurs façons, en combinant des approches scientifiques, comportementales et même technologiques. Comment communiquer, maintenant j'y viens, avec son animal domestique. Interpréter la communication de votre animal domestique peut être une expérience enrichissante, car ils utilisent principalement le langage corporel, les sons et parfois même aussi des comportements spécifiques pour exprimer leurs émotions et leurs besoins. Les gestes et la posture. Un animal détendu a souvent une posture relâchée, avec la queue en position neutre ou légèrement levée. S'il se recroqueville ou se cache, ça peut indiquer qu'il se sent anxieux ou mal à l'aise. Les sons. Les miaulements, les aboiements ou les autres vocalisations ont souvent des significations différentes selon leur ton, leur intensité et leur contexte. Par exemple, un aboiement fort peut signaler une alerte ou une excitation, tandis qu'un miaulement doux peut être une demande d'attention. Il y a des expressions faciales aussi. Les yeux, les oreilles, la bouche jouent un rôle important. Des yeux mi-clos ou un regard fixe peuvent indiquer la détente ou la soumission, tandis que des oreilles pointées vers l'avant montrent de l'intérêt ou de la curiosité. Les comportements, le léchage, le frottement contre vous, ou encore le fait de se rouler par terre sont autant de signaux d'affection ou de recherche de confort. Donc, observez votre animal dans différents contextes. Pour que ça se passe bien, utilisez un ton doux et rassurant, parce qu'ils réagissent à la tonalité de votre voix. Accompagnez vos mots de gestes. Les gestes, comme caresser, montrer une nourriture ou faire un signe spécifique, peuvent renforcer votre message. Soyez cohérent. Utilisez toujours les mêmes mots ou gestes pour la même action ou le message. Observez le langage corporel. Les animaux communiquent beaucoup par leur posture. Renforcez aussi avec des récompenses. Si vous souhaitez qu'ils comprennent un message ou un ordre, associez ça à une récompense. Même si la science se concentre principalement sur la compréhension comportementale, de nombreuses traditions et approches spirituelles considèrent que la connexion avec les animaux peut être renforcée par l'intuition, la méditation et la sensibilité intérieure.
Donc, pratiquer la pleine conscience, ça aide. La méditation, la respiration, la visualisation, l'intention. Avant de vous connecter, fixez une intention claire. Par exemple, vouloir comprendre ou transmettre de l'amour. En visualisant cette intention, vous alignez votre énergie avec celle de votre animal. Utilisez votre intuition. Faites confiance à vos impressions, à vos sensations corporelles ou à des images qui peuvent surgir dans votre esprit. Créez aussi un espace sacré. Aménagez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer sur votre lien avec votre animal en utilisant des objets qui ont une signification particulière ou en allumant une bougie, pourquoi pas, pour symboliser votre intention. Enfin, exprimez votre amour et votre gratitude, parce que la vibration de l'amour sincère peut renforcer la connexion spirituelle. Parlez doucement, envoyez-lui des pensées positives ou des messages d'amour, même si vous ne recevez pas de réponse immédiate. Ces pratiques demandent de la patience, de la confiance en votre intuition. Avec le temps, vous pouvez développer une sensibilité plus fine et une connexion plus profonde avec votre animal, qui sera basée sur l'amour, la confiance, la perception subtile. La perception subtile. Merci Stéphane. Voilà, petit bug de son ce soir décidément. Merci à Stéphane qui nous parle donc de la communication animale. C'est assez parlant de décoder justement comment nos animaux réagissent. Est-ce que tu fais ça, Christophe? Moi je le fais pas, mais je connais. On a formé avec un collègue à l'époque une vétérinaire qui voulait décoder. Donc il faut savoir que les animaux, ils ont aussi une particularité, c'est qu'ils prennent la pathologie de leur maître. Ah oui. Donc quand votre chien a une tumeur ou un truc comme ça, vous pouvez lui dire merci parce que il la prend pour vous. Et en fait, l'explication de tout ça, c'est que un animal a envie que son maître soit toujours en bonne santé pour qu'il puisse lui donner à manger. Et il préfère donc prendre sa pathologie pour toujours être en vie. Ça, c'est un peu l'explication. Il y a plein de symboliques aussi autour des animaux. Hein. Oui, effectivement, déjà rien que les observer aussi, qu'on peut voir leur comportement, enfin comme il explique un petit peu Stéphane, c'est que c'est assez subtil parfois, mais c'est vrai que le mal des animaux qui est pris par eux pour son maître. Oui, ils sont là pour nous protéger. Ouais. Ils nous protègent, ils nous mettent en sécurité, ils prennent nos douleurs. Donc souvent quand vous inquiétez pour votre animal, pensez à ce que vous avez au fond de vous, niveau émotion, et vous verrez que ça correspond vraiment, quoi. Et on le dit des fois que l'animal ressemble à son maître, même niveau comportement, et c'est vrai, quoi. Bon. En tout cas, on remercie Stéphane, que vous pouvez retrouver toute cette émission en podcast, bien entendu, et la partie de Stéphane également. On marque une dernière petite pause. On se retrouve dans quelques petites secondes sur les ondes de Néo Radio. À tout de suite. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle. Et merci d'être avec nous ce soir sur Néo Radio, sur Enquête Spirituelle, sur toutes les pages Facebook et YouTube. On aura des petites questions d'ailleurs du côté de YouTube de Marie de Wolf qui nous regarde. On fait une petite précision là sur Stéphane de Fleur Blanche qui expliquait par rapport aux animaux. Et la perception subtile des animaux subsiste au-delà. Quand mon chat est parti pour l'autre vie, j'étais surprise par la sensation de présence comme avant, par le poids de son corps sur moi ou la chaleur contre moi. Ça m'a beaucoup ému. C'est ce qu'elle explique. C'est beau. C'est beau, effectivement. C'est toujours assez sympa. Il y a une autre question. Oui, tu voulais dire, Amy? Non, je voulais poser la question de Marie, peut-être. Voilà, il y en aura une autre juste après. Donc, okay. Allons-y pour Marie. Allez, chacune son tour. Alors, le décodage des symptômes et la libération d'espace, donc je comprends la libération énergétique dans le corps, peut-il régénérer la production des cellules du corps? Par exemple, les cellules auditives. À mon avis, donc, elle doit certainement parler d'un problème d'audition. Je pense. En décodage, quand on parle de l'audition, donc l'oreille, il faut savoir que l'oreille droite est celle qui capte, donc, et l'oreille gauche, en fait, recrache, on dit ça comme ça. Et donc, en fait, soit elle a entendu quelque chose qu'elle n'avait pas envie d'entendre, ou soit elle voulait entendre quelque chose qu'elle n'a pas entendu. Mais, pour répondre à sa question, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les cellules peuvent guérir. On a des cellules, des mauvaises cellules en nous, des cellules cancéreuses, et c'est sûr que même par l'action de la pensée, on peut modifier l'ADN. Ça a été déjà prouvé en Amérique. Des études se font là-dessus. Et donc, je suis aussi persuadé qu'on peut améliorer, en tout cas, amener une production de cellules, beaucoup plus positive en nous par rapport à du décodage. Ça, c'est certain. C'est ça.
Je peux donner un exemple peut-être. Oui, bien sûr. Je me rappelle d'une dame qui venait en soins. Elle était vraiment prise des poumons. Elle n'a pas fait d'examen plus que ça, mais elle avait vraiment du mal à respirer. Après chaque soin, ça lui faisait beaucoup de bien. Elle me dit, ça me dégage les poumons, et je crois qu'elle crachait le lendemain, enfin, ça dégageait. Mais elle avait beau revenir, et ça recommençait. Donc on a beau régénérer des cellules, nettoyer, mais si la personne ne comprend pas et continue à s'empoisonner, là par contre, on ne peut plus rien faire. Oui, tout à fait. Et on ne sait pas toujours tout, comme on disait en transgénérationnel. On n'a pas toujours les personnes encore vivantes autour de nous, et donc on peut pas toujours répondre aux questions, et là il faut essayer de voir. Alors il y a d'autres thérapeutes, si on peut pas aller plus loin dans l'interrogation, on parlait du médium ou de la kinésio, voilà, je pense qu'on peut répondre à certaines questions par moment. C'est ça. Et je pense que des fois on n'a pas toutes les réponses non plus. Et non, parfois il faut aller voir des collègues et ainsi de suite pour pouvoir avoir certaines réponses. Alors, on va retourner du côté de Facebook avec une question d'Angélique, et d'ailleurs quelqu'un qui a rebondi là-dessus, je crois, sans le savoir, parce que c'est pas sur le même canal. Pourquoi j'ai toujours les genoux qui craquent quand je marche, mais je n'ai aucune douleur? Alors, bon, c'est difficile de décoder comme ça à distance, il faut avoir la personne devant soi, mais quand j'entends ça, bon, ça parle de genoux. Ouais. Genou, c'est la soumission, et le craquement, ce sont certainement, c'est le cartilage qui est peut-être touché. Bon, elle n'a pas de douleur, mais c'est certainement le craquement qui la dérange, le bruit. Ouais. Donc, il faut savoir que le crack aussi, ça a une importance. Le crack, c'est, on parlait des croque-morts à l'époque, ils croquaient le gros orteil pour voir si la personne était encore vivante. Et donc le crack est synonyme de mort aussi. Et si on fait un double crack, ça fait un crack-crack, et là c'est plutôt signe de vie. Quand on fait crac-crac, on donne la vie. Okay. Mais un crack, c'est la mort. Et donc, il y a certainement une mémoire de mort liée à une soumission avec le cartilage qui est touché. Le cartilage, c'est tout ce qui est en fait dévalorisation. Ouais. Il faudrait poser plus de questions à la dame et voir un petit peu depuis quand elle a mal, comment c'est arrivé, voilà. Et on pourrait voir quelle partie du genou est touchée, voir s'il y a un méridien qui passe par là. Enfin voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut avoir les pistes et avancer, quoi. Mais ça parle en gros de ça, de soumission, dévalorisation et de mort. C'est exactement ça, parce qu'il y a justement Fleur Blanche qui avait recommandé. Elle arrive en plein milieu d'émission, donc elle explique. Le mal a dit effectivement, une fois le mal identifié. Alors elle explique. J'avais mal au genou, on m'avait dit que c'était parce que je ne voulais pas me soumettre, et effectivement j'étais en lutte contre mon employeur qui remettait en question le travail de chaque employé. J'ai démissionné et je n'ai plus mal au genou. Voilà, la preuve est là. Je peux vous citer un autre exemple. J'ai eu un patient qui avait mal au dos avec un genre de sciatique, donc ça c'est le méridien de la vessie, derrière la fesse, derrière la jambe. Ouais. Et il voulait aussi démissionner, et donc le jour où il a remis sa démission au patron, il a donné sa démission donc sur papier, sur le bureau de son patron. Il est sorti de là, il a quitté le boulot, il avait plus mal, quoi. Donc il y a des gens qui rigolent avec ça, mais c'est la réalité, quoi. C'est incroyable. Donc ça veut dire que le cerveau, il a conscientisé, il a réglé le conflit, puis voilà, symboliquement, en tout cas, il a posé un acte en déposant son C4 ou sa demande de démission, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais rebondir là-dessus, parce que j'en ai vécu un aussi, qu'il y a beaucoup de gens, c'est un peu la maladie des 10 dernières années, qui font des burn-out. Là, justement, c'est le contraire. Ils écoutent pas leur corps, ils écoutent pas les douleurs, puis d'un coup, voilà, il y a quelque chose de plus hard qui vient se mettre, quoi. Ouais, le burn-out, il y en a beaucoup en ce moment, mais je pense que ça, c'est aussi très lié avec tout ce qui se passe en ce moment, l'actualité, les guerres, c'est difficile, la vie est chère, donc les gens ils sont toujours soumis avec la peur. On a eu beaucoup de peur avec les vaccins, ils ont mis une pression énorme sur toutes les personnes, et donc je pense que là les reins, ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Les reins, c'est tout ce qui touche la peur, hein. Bon, on peut préciser en décodage, on a aussi le rein droit qui touche plutôt tout ce qui est liquide, argent, alcoolisme. Le rein gauche, c'est plutôt tout ce qui est territoire, mais notamment justement le Covid, notre territoire a été touché. Et donc les gens étaient enfermés, il y a eu des conflits familiaux, il y a eu des gens qui se sont retrouvés, qui se voyaient jamais, ils bossaient chacun de leur côté, ils étaient contents de se revoir, mais il y en a qui ont très mal vécu le confinement, donc tout ça, ça a amené à mon avis aussi des burn-out, et ça c'est un peu le cerveau qui crame, quoi. Ben oui, ça c'est certain. On en voit beaucoup, effectivement. Enfin, après moi, pour mon petit cas personnel, ça s'était manifesté avec des symptômes physiques, quoi. J'avais fait des crises d'angoisse que j'avais jamais fait de ma vie. Donc on se demande ce qui nous arrive, des palpitations, des douleurs vraiment qui se réveillent tout d'un coup. Mais on ne comprend pas, en fait. Surtout quand ça nous arrive, on se dit qu'est-ce qui m'arrive, quoi. On comprend pas.
Et c'est dur à comprendre. Il y a toujours une bonne raison si tu as vécu ça, c'est que voilà, il y a une chose à comprendre derrière ça. Il faudrait voir quand tu as vécu ça, voir dans tes cycles à quel âge tu as vécu ça, diviser par 2, par 3, voir dans le transgénérationnel s'il y a aussi des gens qui ont été angoissés. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut travailler, quoi. Bon. Il y a du boulot. Il y a du boulot pour tout le monde. Tout le monde en a. Amy, tu voulais rebondir sur quelque chose, je pensais, non? Non, j'ai pas envie de parler de moi. Non, Ça ferait trop. Bien, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission, on a déjà passé 21h. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christophe, sur justement, oui, comment on peut te contacter, tu es où, tu es dans le coin, etc. Tous ceux qui ne te connaissent pas. Oui, donc moi je suis ostéopathe à Ellezel, le pays des collines, le pays des sorcières. Voilà, moi je travaille dans mon cabinet tous les jours, je donne des formations aussi. Donc ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, ils vont sur mon site internet, ils vont... Voilà, je viens de l'afficher à l'écran, c'est ostéomailleux.be. C'est bien ça. Et alors j'ai créé durant le Covid en fait un organisme de formation, ça fait 5 ans maintenant. Ça s'appelle Dorega. Dorega.org. Et en fait, voilà, je forme des kinés, des ostéos, parfois des médecins, des acupuncteurs, des thérapeutes. Il y a une panoplie de formations, c'est des petites formations, des petits modules, et notamment tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est décodage et médecine chinoise. Je fais une formation sur 7 jours qui est vraiment assez complète. Cette année, je la fais sur Liège, mais l'année prochaine, je la ferai encore dans la région. Et je vais aussi répondre à des demandes de personnes non thérapeutiques qui veulent aussi comprendre comment ça se passe. Donc en une journée, je vais proposer des formations pour comprendre un petit peu le décodage et la médecine chinoise, et pour que les gens, voilà, pas pour pratiquer, mais pour comprendre vraiment le déroulement, et peut-être faire un travail aussi personnel suite à cette formation, quoi. C'est chouette. Et pour avoir participé à un de tes modules, justement, il y a déjà quelques années, d'ailleurs, j'ai pu intégrer dans mes propres soins. Voilà, je ne suis pas du tout ostéo, je ne suis pas kiné, mais ça qui était intéressant, j'étais entourée que de kinés à ton module, j'étais la seule qui était sensitive. Mais ce qui était intéressant, c'est que je ressentais quand même la zone du corps, donc avec mes mains, et c'était vraiment sur les méridiens correspondants. Donc, comme quoi on a tous et toutes notre façon de travailler, de ressentir. On est tous complémentaires. Tout à fait. Et c'est vrai que tes formations sont très chouettes. Merci, Amy. T'es toujours la bienvenue. Et je reviendrai, je pense. mais tu parlais de ça, mais c'est vrai que parfois je reçois des patients qui vont voir d'autres thérapeutes, et qu'on travaille un peu en médecine chinoise, ils disent voilà, j'ai été voir un kinésio, il m'a parlé du foie, et c'est vrai que quand on est tous les 2 ou 3 thérapeutes à parler de la même chose, c'est quand même rassurant, et c'est pas le fruit du hasard de tomber sur le même organe à chaque fois. Donc c'est la preuve que voilà, on a un bon ressenti. Et souvent, enfin en tout cas, pour t'avoir consulté aussi assez régulièrement, des fois on peut venir te voir parce qu'on a mal à une vertèbre à tel endroit, et tu vas dire ça c'est le foie, c'est le truc, donc on a mal à une vertèbre qui est liée en fait à un organe derrière, ça c'est impressionnant. Tout est lié, et ça c'est scientifique, hein. Chaque organe est lié donc par des nerfs, au niveau métamérique on appelle ça, donc il y a des liaisons organes-vertèbres, et aussi émotionnel. Donc je prends l'exemple du poumon. Le poumon, c'est la 3e vertèbre dorsale, c'est le poumon qui est touché, c'est l'émotion de la tristesse, des deuils qui sont difficiles à faire, et on a le méridien poumon qui passe ici de l'épaule vers le pouce, et donc ce sont toutes des indications qui confirment que voilà, si on a mal là, c'est le poumon, et on voit un peu l'histoire vécue du patient, et tout se confirme. Alors on a peut-être le temps, on va prendre le temps d'une peut-être une dernière petite question. Il y avait non, en fait c'est juste des remerciements. Marianne qui dit super pour les novices, merci. Angélique qui expliquait qu'elle avait ça depuis plusieurs années, c'est que ses genoux qui craquaient, et qu'elle dit effectivement c'est juste le bruit qui me gêne, mais j'ai pas du tout de douleur. Donc tu en as parlé tout à l'heure, donc elle a peut-être quelque chose à aller chercher dans son histoire. Et Jonathan qui parlait, une demande, lui, c'était plutôt une douleur au mollet. Est-ce que ça peut signifier une douleur dans le mollet? On n'en a pas parlé. Alors c'est vrai, le mollet, on peut travailler avec le langage des oiseaux. Les mollets, M-A-U-X-L-A-I-D-S, donc ce sont des mollets que vous avez peut-être entendus. Donc ça c'est le langage des oiseaux, mais il y a aussi le méridien de la vessie qui passe par le mollet, et donc voir s'il n'y a pas un problème de territoire derrière ça. Et si ça touche vraiment le muscle mollet, donc tout ce qui est musculaire, ça se traduit par, ça se décode par l'impuissance face à quelque chose. Et donc on voit la fonction du mollet, ça permet de se mettre sur la pointe de pied. Donc c'est peut-être ne pas pouvoir être à la hauteur, une impuissance à pouvoir se mettre sur la pointe de pied pour être à hauteur des autres. Il faudrait voir un peu son histoire et voir depuis quand il a ça, quel âge, ce qu'il a vécu à ce moment-là.
Voilà, c'est ça qui est marrant. On est un peu les détectives de la vie privée des gens, mais c'est intéressant de décoder, quoi. Et une dernière question qui est intéressante aussi de Yumi. Il demande, est-ce que le langage des mots et leur symbolique fonctionne dans d'autres langues que le français? Alors ça, c'est toujours la question. Oui. Je connais des collègues qui ont travaillé avec justement des personnes qui venaient d'autres pays, des anglophones, des Russes et tout ça. Et oui, ça fonctionne. Moi, je parle qu'en français avec mes patients, mais tout a un sens. Toutes les langues sont porteurs de signes et de décodage en tout cas. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission Enquête spirituelle avec notre ami Christophe Mailleux, que vous pouvez consulter d'ailleurs donc sur le site que j'affiche à l'écran. C'est ostéomailleux.be et sur torega.org pour les formations. Alors Amy, le programme qui suivra. Alors nos prochains rendez-vous, ce sera ce week-end même. Voilà, quelques petits jours bien fériés pour nous. On se prépare pour vous retrouver sur un salon du côté de Glun, c'est à Mons en Belgique. On vous recevra tout le week-end un stand Enquête spirituelle. Vous pourrez découvrir les conférences que l'on propose donc tout au long de l'année, les magazines que nous avons créés. On vous recevra également en consultation à prix découverte, en petite séance, guidance, médiumnité, soins de libération de tension, luminothérapie. Donc c'est ce week-end à Glun, salle Calva. Et la prochaine conférence à Leuze au cinéma Novelty, c'est le dimanche 29 juin à 15h pour les phénomènes OVNI. Avec un sujet qui me passionne depuis les débuts, et on a la chance de recevoir un spécialiste français qui s'appelle Michel Ribardière, qui viendra spécialement du sud de Paris, rien que pour vous, pour parler de l'origine du phénomène, de ce que c'est. Chacun aussi a ses propres croyances, mais OVNI, comme je dis toujours, c'est un objet volant non identifié. Ça peut être des extraterrestres, ça peut être un objet vraiment non volant identifié, une météorite, un truc militaire dont on ne sait pas ce que c'est, un drone, voilà. C'est pour vraiment expliquer le phénomène et justement montrer un petit peu ce qui est vrai, ce qui est moins vrai. Il parlera également de son propre vécu, qui a été mandaté d'ailleurs par la France pour aller analyser des momies qu'il avait découvertes, enfin c'est pas lui qui avait découvert, mais en Amérique du Sud. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça se passera le samedi 29 juin. Merci Christophe. Je vous en prie, merci à vous, en tout cas c'était bien agréable. Merci pour l'invitation. Beaucoup de questions encore, mais voilà, on a déjà dépassé de 10 minutes. On remercie tous les gens qui étaient avec nous ce soir, Bernadette, Jonathan, Benoît, on avait Marianne, on en avait plein d'autres aussi, on avait Fleur Blanche qui était avec nous, et tous ceux qui n'ont pas mis de nom, mais voilà, on vous en remercie et on vous donne rendez-vous ce week-end au salon à Glun, c'est ça? C'est ça, à très bientôt, bonne soirée. À très bientôt, bye bye. Merci, bye bye.